une suite avec Hélène. Une suite qui a pour but quand même de se poser des questions où en sont les projets, autant de recherche que les projets dans le monde de l'immobilier. Toujours en prenant comme hypothèse que quand on dit le monde de l'immobilier, ce n'est pas que le monde de l'immobilier du secteur privé, mais l'institutionnel joue un rôle de plus en plus important. Alors, on va vous présenter peut-être quelques points qui synthétisent où en sont nos projets de recherche, parce qu'au cours de l'année, on a eu à faire des plans stratégiques qui ont appuyé le renouvellement de la chaire. On a eu à discuter beaucoup avec nos partenaires, notre comité de direction où les gens s'impliquent beaucoup. Alors, le but de nos 20 ans, c'était de faire la synthèse, de voir où on en était. C'était tellement riche depuis 2 jours que de faire la synthèse juste de ce qu'on a dit depuis 2 jours, ça va nous demander à notre tour de laisser retomber la poussière et d'accrocher les développements qu'on a faits. Mais je me disais personnellement qu'on est vraiment sur la même voie. J'ai une expression que j'aime beaucoup pour appeler aux étudiants qui font de la recherche que l'eau qui bout, là, on n'est qu'un bouillon. Quand ça se met à bouillir, on est plusieurs à penser à la même chose, peut arriver, puis dans les mois qui suivent, à sortir des innovations, sortir des projets. Et ça veut dire qu'il y a un contexte, puis un contexte favorable à ça, des technologies, des moyens de diffusion qui nous amènent un peu à penser à ça. Alors, dans nos projets, on continue toujours de situer le programme de recherche autour de 2 grands axes, même si on affine de plus en plus les mots. On dit vraiment l'évolution de l'immobilier, puis on dit bien immobilier, on pèse chaque mot. On ne dit pas bâtiment, on ne dit pas immeuble, on dit immobilier. Et étudier l'évolution de l'immobilier en tant qu'actif financier. Et ça imposera une vue systémique, et même plus que systémique, écosystémique. Le bâtiment qui se transforme en immeuble, l'immeuble qui fait partie peut-être d'actifs immobiliers, que ce soit dans un patrimoine privé ou dans un patrimoine institutionnel, l'immobilier qui ne peut pas s'arrêter aux limites de la brique et du béton et de son terrain, mais un immobilier qui fait partie de la ville, qui fait partie de la vie des citoyens, qui fait partie même d'éléments incontrôlables comme des catastrophes naturelles et celles peut-être plus contrôlables, des catastrophes industrielles, mais qu'on subit de toute façon. Alors, cette évolution d'immobilier, de l'immobilier vers une transformation qu'on trouve presque un phénomène qui ne s'arrête plus, c'est la transformation en actifs financiers. Et à voir la problématique que vivent les gestionnaires de patrimoine des villes, des gouvernements, de SQI, des commissions scolaires au Québec avec qui on a travaillé, des universités qu'on suit de près. Alors, on voit qu'il y avait peut-être une petite part de privé, mais de peu à peu, il y aura une transformation, du moins de la vision de l'immobilier en termes de flux, des flux de revenus possibles pour combler les flux de dépenses qu'on essaiera de réduire avec les meilleures pratiques de gestion. Alors, première idée, l'actif financier. Et la deuxième idée, c'est vraiment intégrer, cette fois-ci à l'horizontale, si je peux dire, l'évolution de l'immobilier sur un cycle de vie. On parlait de gestion d'immeubles. Je vais me transporter tout de suite à un mot. On parlait souvent de gestion d'immeubles en visant la phase d'exploitation du cycle de vie. Maintenant, on constate que la gestion, il faut bien être des professeurs dans des facultés de management pour constater que la gestion, ce n'est pas juste dans la phase d'exploitation, c'est la gestion de la phase de conception, c'est la gestion de phase de construction, c'est la gestion des multiples phases qui vont segmenter son cycle d'exploitation et éventuellement sa démolition. Alors, la gestion. C'est bien pour les facultés de management et de gestion, on ramène la gestion au premier plan. Et cette gestion, on a déjà fait un pas en visualisant l'immeuble non plus comme actif, en briques et béton, avec quelques dimensions, mais on se transporte dans l'espace. Quand on arrive avec l'espace et le temps, c'est quand on le voit comme cycle de vie, et forcément, on prend une vision systémique. On emprunte une vision systémique. Si on dit l'immeuble, c'est de l'immobilier, c'est un projet qui va évoluer dans un cycle qui est peut-être le sien, mais un cycle
de système dans un système. Et là, on commence à s'intéresser avec beaucoup plus de, je dirais, d'attention, de données à l'environnement. Ça nous semblait intuitif que le contexte de la ville et de l'environnement dans lequel est situé le projet immobilier soit pris en considération, mais on voit bien qu'en théorie, ce n'était pas si bien considéré. Alors, je crois qu'on peut dire que notre premier constat de direction pour nos projets de recherche est l'intégration d'une vision systémique de l'immeuble qui est lui-même situé dans un système beaucoup plus complexe. Et j'aime bien l'expression, mes étudiants la connaissent, c'est comme un Titanic. On peut bien optimaliser la gestion du Titanic et mettre les transats exactement à la bonne place pour satisfaire les clients, mais si on s'en va tout droit sur un iceberg. Alors, cette vision de gestion de système fermé qui est dépassée dans plusieurs sciences et qu'on a encore, hein? On a peine à s'en défaire, à s'en départir du côté de la gestion. Ça fait qu'un système dans un système, une vision systémique. Fait que notre premier point, je reviens en arrière, un point aussi qui est forcément rattaché avec ça, et sur lequel on a mis beaucoup d'emphase, mais si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on passerait autant d'énergie et de temps sur le carrefour de la relève en immobilier, puisque c'était le nom de notre projet, avec la collaboration de professionnels, avec BOMA Québec, avec la participation d'un lot d'experts, que ce soit d'Ivanhoé Cambridge, de Cofili, devenu NG Service, de Altus, une grande firme d'évaluation de fonds immobiliers, FTQ, des bureaux d'avocats, Miller Thompson, des évaluateurs. On est allé voir de près qu'est-ce que ça fait pour dire à un étudiant et même peut-être à un chercheur, là, vous savez ce que ça fait un évaluateur? Vous pensez qu'il s'en va visiter des maisons tous les jours? Alors, on est allé voir de près, on a fait des capsules de 5 minutes, capsules assez vivantes, où on présentait ces métiers, on a repris l'appellation traditionnelle de métier, ce qui froissait déjà certaines susceptibilités qui disaient, ben non, nous, on est professionnels. Mais je crois que le côté métier l'emporte là, sur la professionnalisation de l'instant. Et on a présenté ça, ça a été suivi nous en a demandé plus. On a dit, mais maintenant qu'on a fait un 5 à 8 minutes, il faudra avoir une émission, il faudra avoir du contenu beaucoup plus détaillé. Alors encore sur l'initiative de BOMA Québec, de la participation de ce qu'on a de biais à l'UQAM, comme compétence, on a des services audiovisuels. Bravo. Hors pair qui nous accompagne dans nos projets cinématographiques. Et donc, les forces de l'UQAM, les forces de la chaire, les forces de BOMA Québec qui réunissaient et qui étaient l'intermédiaire pour trouver les bons acteurs. On a fait une série de conférences, tout d'abord en salle, chez Ivanhoé Cambridge, où on demandait à des experts, sous forme un peu entrevue journalistique, de réfléchir et de répondre à des questions qu'on avait, vous pouvez vous imaginer, bien préparées, parce que ce sont des gens qui parlent après avoir eux-mêmes eu l'aval de tout ce qu'il faut à l'intérieur de ces organisations pour dire, mais qu'est-ce que ça fait un gestionnaire de portefeuille global? Aujourd'hui, allez expliquer ça à des jeunes sur les bancs d'université et modestement aux chercheurs que nous sommes pour dire, mais qu'est-ce que ça fait là aujourd'hui en 2015 par 2016? C'est quoi les compétences derrière ça? Quelles sont les formations? Alors, on a passé à travers, sur 3 ans, on est allé de cycle en cycle, on a produit cette fois-ci 10 conférences qui sont par la suite, on a eu 6 conférences en salle, 4 webinaires. Et encore là, avec la suggestion d'un de nos conseillers des services audiovisuels, on a transformé ça en émissions qui ont été diffusées sur un poste de télévision universitaire au Québec, Canal Savoir, et qu'on ramène aujourd'hui sur le site Web et qui fait beaucoup de matériel que je vous invite à aller voir. On n'est pas nécessairement les plus grands acteurs, ni l'un ni l'autre pour prendre la parole, mais il y a du contenu. À notre avis, il y a du contenu très, très intéressant. Fait qu'on vous diriez, peut-être vous posez la question, qu'est-ce que fait une chaire de recherche à faire des émissions de télé? Bon, ça nous a obligés de comprendre, nous aussi, de mettre des mots
à des systèmes, à des façons de faire. Et par exemple, on a parlé à la dernière émission, on parlait de gestion des risques. Gestion des risques, on en parle tous là, de gestion des risques, mais ça veut dire quoi ça en pratique, gestion des risques? Alors, on avait la chef des risques d'Ivanhoe Cambridge qui a bien pensé à son affaire. Il nous a détaillé en long et en large les lignes de défense en gestion de risque et ce que ça fait, nous dit, un chef de risque. On avait Sylvain Villard qui nous expliquait que dans un PPP, on passe 4 ans à essayer de visualiser les risques. Donc, dans la forme PPP, on est sur l'approche forcément cycle de vie et l'approche systémique avec essai-erreur. Là, encore une fois, on peut se tromper, mais on a fait tout un pas du côté de gestion de projet et c'est ça qui s'en vient là, dans l'immobilier même plus simple. Et ces émissions-là nous ont fait réfléchir aussi le monde du milieu des affaires parce que je crois que ces chercheurs pensent, on fait semblant de tout connaître, mais dans le milieu des affaires, ils n'osent même pas poser la question à l'autre, et surtout quand l'autre est un concurrent où ils veulent tous avoir l'air de bien paraître et d'être compétents. Et comme on adopte aussi, et c'est notre deuxième point, une vision d'écosystème, on se dit qu'il faut diffuser cette information-là, il faut que les gens comprennent parce que c'est fini le mode en silo, autant au niveau des connaissances que des informations. Il faut transmettre cette information d'une partie à l'autre parce que, je reviens à mon cycle de vie, sur ce cycle de vie-là, il y a probablement des centaines, peut-être des milliers d'intervenants sur les différentes phases. Des milliers d'intervenants qui vont arriver et qui doivent faire semblant de comprendre ce que les autres sont en train de faire. Il y a comme une transmission là, héréditaire d'informations qui venait dans le mode contractuel avec des milliers de pages de contrats que peu de gens lisaient. Après que les avocats les aient faits, c'était là. Au besoin, s'il y a des recours, on ira fouiller, mais sinon, ça ne devient pas notre livre de chevet. Et on s'est mis à intégrer les intervenants, et là, ça nous positionne, en fait, dans les sujets qu'on a évoqués aussi, c'est qu'on est à l'ère des objets connectés, mais peut-être qu'on devrait penser à des phases connectées, pas juste connectées en disant, tiens, c'est à toi, je te donne la clé, puis voilà l'épaisseur de contrat, mais de phases connectées où on transfère l'information, comme a dit Franco Vorka, peut-être une tonne d'informations qui rend la chose impossible, mais ça sera le défi de faire en sorte que cette information, elle soit utile et qu'elle soit organisée pour qu'elle puisse être consultable, non seulement par le gros joueur qui prend en charge la phase suivante, hein, la conception, la construction, l'exploitation, mais par tous ces petits intervenants PME qui gravitent autour de ces projets-là et qui ont vraiment besoin de monter dans le train. Pour ceux les professeurs qui ont plus d'expérience, vous vous souvenez de l'ère de la qualité totale? Quand on a rentré la qualité totale et que des grands donneurs d'ordre, par exemple à Montréal, comme Bombardier, disaient il faut que les PME aient leurs normes de qualité totale. Mais il fallait les former, les PME, pour qu'elles puissent soumissionner et rentrer dans ces projets-là. Voilà, on est un peu, je crois, dans le même processus de changement. On a des PME qu'on doit intégrer dans le cycle de vie des immeubles, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Et pour rentrer dans ça, même si certains trouvent la marche très haute, très, très difficile, il faut qu'on fasse des TI, des technologies d'information. À notre avis, et de la diffusion de connaissances. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est une chaire de recherche-innovation et qu'on a consacré beaucoup de temps à parler des métiers, puis à essayer maintenant de faire la recherche pour trouver les moyens de connecter non seulement des objets, connecter des phases, puis connecter des acteurs. Et là, en connectant des acteurs, ça veut dire qu'il y a une nouvelle couche qui s'ajoute à la valeur des immeubles, qui n'est plus juste fabriquer le béton, qui n'est plus non plus uniquement la gestion, trouver le meilleur usage ou le meilleur mix d'usage possible pour un immeuble. Il y a une couche de valeur qui s'ajoute
moi je l'appelle l'ADN, j'aime bien le mot passeport, mais je l'appelais l'ADN de l'immeuble. Ça veut dire ces données qui sont là du début de la conception, de l'idéation, jusqu'à ces rénovations à l'année 120. Mais ces données-là, ceux qui les font, qui les prennent, qui montent la base pour l'instant, ils ne sont pas récompensés. Parce qu'ils ne sont pas récompensés parce qu'ils ont une vision archaïque, une vision d'avant le temps de l'ère d'information partagée. Pour qu'elle ait de la valeur, leur information, il faut que les gens à qui elle sera utile, l'information, il faut qu'ils l'utilisent, puis il faut que l'information soit ouverte et disponible c'est comme au suivant, on donne au suivant. Il faut que le suivant soit capable de prendre acte de cette information et de l'utiliser pour sa prise de décision. Mais notre nœud, là, on voit bien qu'il y a un nœud dans notre beau cycle qui n'est pas utopique, là, qui est très réaliste, mais il faut conférer une valeur à ceux qui, soit au début, soit au moment de la transformation, de la rénovation majeure de l'immeuble, mettront temps et énergie et argent à créer cette base de données. Et le rôle, à mon avis, je vous lance la question, le rôle, à mon avis, des universités et des centres de recherche, c'est se mettre à former tous les autres intervenants pour être capable de prendre acte, de l'utiliser, et tôt ou tard, dans l'évaluation, dans la valorisation, de récompenser ceux qui auront eu le courage et l'audace de défoncer ce mur et de vendre de l'information. Je crois que c'est notre premier gros point de système, cycle de vie. Hélène en gestion de projet, moi en financement de projet. Ça fait 20 ans qu'on parle de cycle de vie, mais vous voyez dans le sondage, il y a encore des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est un cycle de vie? On a trouvé un nouveau mot pour en parler, ça rentre bien dans le monde de la construction, on parle de mode de gestion intégrée. Alors, mais la mode de gestion intégrée vise souvent conception-construction, là, le début du démarrage, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer après sur la rigueur, la tenue de l'information. Notre premier gros point, l'immeuble vu comme un système, le système dans la ville, le système dans un écosystème. Et un écosystème qui nous amène à considérer qu'il y a non seulement des acteurs, des entreprises ou des intervenants du secteur privé, mais il y a des intervenants qui émettent des permis, il y a des intervenants qui peuvent fermer une bâtisse, il y a des intervenants régulateurs ou législateurs qui peuvent dire on change les normes de qualité de l'air et vous devez optimiser vos équipements. Il peut y avoir des intervenants qui eux-mêmes sont publics, mais gèrent des immenses patrimoines et qui doivent donner l'exemple, mais manque de moyens pour donner l'exemple. Donc, rattaché à ça, on a la vision de l'écosystème, puis je me permets de dire quelques mots sur l'écosystème. Hélène l'a abordé tout à l'heure. L'écosystème n'est pas une grappe industrielle. On croit que la grappe industrielle, c'est un concept qui a été fort utile, lancé par des travaux de Porter dès les années 85. Mais la grappe industrielle, elle impliquait une vision assez linéaire, assez fermée. C'était un lot d'acteurs industriels qui se mettaient ensemble, même s'ils étaient concurrents. Ils socialisaient leurs risques de recherche et développement, autrement dit, en faisant travailler aussi les universités subventionnées par l'État. Il y avait beaucoup de ça dans une grappe industrielle et ça donnait des moteurs de développement pour les grandes villes. Dans la ville de Montréal, si je ne me trompe pas, on a 11 grappes industrielles. Mais la grappe industrielle, vous voyez, si on n'en fait pas partie, parce qu'on n'est pas un de ces joueurs-là, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, c'est un monde fermé. Un écosystème, c'est tout autre chose. L'écosystème, c'est quelqu'un qui crée, il y aura quelqu'un dans cette chaîne-là qui va créer de la valeur, qui va avoir une innovation, qui va avoir une découverte, un peu comme celui qui va se lancer à développer les bases de données de la première couche informationnelle de l'immeuble. Puis, il ne sera peut-être pas récompensé comme il voudrait l'être, mais il vient de faire profiter tout un lot d'intervenants, y compris les citoyens et la ville, de son innovation. Fait qu'un écosystème, c'est l'écosystème, il y a quelqu'un qui va ramasser ou qui va bénéficier de l'innovation, mais ça ne sera pas nécessairement
l'intervenant qui l'a créé. Fait que l'immobilier s'y prête bien. Avouons que l'immobilier s'y prête bien, parce que l'immobilier, on y demeure, on y passe notre vie de travail. Combien d'heures on passe à l'extérieur dans une vie moderne, urbaine? Fait qu'on y est toujours à l'intérieur, que ce soit à titre de propriétaire, d'usager, locataire ou d'entreprise ou de lieu de travail. Les usagers en sont les premiers récipiendaires de cette augmentation de qualité. Les citoyens, c'est pas mal plus agréable de se promener dans une ville avec des beaux immeubles et des immeubles bien intégrés avec un peu de verdure que d'avoir des immeubles qui se limitent au mur intérieur, si je peux dire. Avec les citoyens, ils sont gagnants. Le développement économique est gagnant aussi parce qu'on forme des nouveaux métiers. On supporte la création de nouvelles entreprises. On intègre à quelque part le concept de développement durable et d'économie circulaire parce qu'on va travailler dans un écosystème davantage avec des relations de proximité qu'avec des relations très éloignées. Ça ne nous empêche pas d'aller chercher l'innovation de façon éloignée. Alors, on trouve que la notion d'écosystème se prête très bien non seulement au développement de l'immobilier, mais au développement des grandes villes qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus densifiées et qui affrontent leurs propres problèmes de gouvernance, puisque la ville, ce n'est pas parce qu'on dit que politiquement, ça s'arrête à telle rue que ça n'intègre pas tout le nouveau développement qui s'est greffé en périphérie. Alors, l'écosystème va avec la grande ville, une grande ville comme notre maire Coder aime. Une grande ville qui devient un centre de gouvernance à l'intérieur des États. Fait que ça, c'est pour ce point. Peut-être un autre point que j'aimerais ramener, peut-être plus au niveau, je dirais pas terre à terre, mais au niveau finance, au niveau gouvernance. Et Franck Hovorka en a déjà parlé. Et nous aussi, on y fait référence à cette belle pyramide qui intègre beaucoup de volets. On voit ce qu'on veut. Franck Hovorka disait qu'il voyait la partie or. Alors que moi, je vois des problèmes de flux d'informations, l'ingénieur qui voit un immeuble avec le langage et les compétences et les disciplines qu'il a appris, c'est de la brique, du béton, des systèmes. Le gestionnaire de l'immeuble, lui, qui voit des gens qui rentrent, qui sortent, il aimerait ça les garder, les locataires, les usagers. Alors, il est déjà à un autre niveau pour parler toujours de l'immeuble, mais là, cette fois-ci, pas de l'immeuble, mais de son usage. Le gestionnaire de portefeuille qui voit un ensemble d'immeubles qu'on a réunis dans son portefeuille et qui essaie d'en trouver une allocation ou une performance optimale en ne regardant peut-être pas nécessairement la même chose que regarde le gestionnaire de l'immeuble et encore moins le gestionnaire du bâtiment. Et on a de l'information qui revient avec l'information souvent sur la gestion de risque, la performance, les certifications de bâtiments durables qui passent, si on veut, du niveau du gestionnaire de bâtiment au gestionnaire de l'immeuble, au sens plus commercial et usage, au niveau du gestionnaire de portefeuille. Et ce gestionnaire de portefeuille, bien, il est dans une entreprise, ou dans une société, ou dans un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, il est peut-être coté en bourse et a des comptes à rendre à ses détenteurs de parts. C'est peut-être une société par action privée, tant mieux, elle a un peu moins de problèmes. Elle a un propriétaire actionnaire qui sera exigeant. Ça serait le cas d'Ivanhoe Cambridge avec la Caisse de dépôt. Ça peut être le cas de Benthall Kennedy, qui est société par action cotée à la Bourse de Toronto et qui parle à ses actionnaires. Un fonds d'investissement de type REIT qui parle à ses détenteurs de parts. Mais voyez, déjà de faire cette nuance entre les types de propriétaires de véhicules, quand l'actionnaire Caisse de dépôt et placement du Québec, je vous gage qu'elle est plus exigeante que le détenteur de parts d'un REIT. Il y a beaucoup d'asymétrie d'information, il y a beaucoup de distinction d'attente entre les différents niveaux. Alors, cette pyramide, on la trouvait fantastique. On la trouvait fantastique pour montrer qu'il y a de l'information qui se crée à quelque part, mais qui se transforme selon les perspectives puis les points de vue des différents étages. Et on finit par faire la même mesure. Hein. On mesure peut-être la qualité de l'air, mais elle a
Elle s'est traduite, je ne dirais pas en différentes langues, mais pas très loin, en différents langages. Et ça, c'est notre défi en recherche parce que, voyons, on a la chance au moins de réunir déjà des ingénieurs, des gestionnaires, des financiers, des comptables. Même déjà parlé, plusieurs personnes ont évoqué les problèmes de valorisation comptable, foncière et financière. Mais imaginons ici là, qu'on pense voir la même chose, pense qu'on... C'est ça, une partie construite. On dit on regarde un bâtiment, mais on ne regarde pas vraiment la même chose. Alors, pour nous, c'est un grand... Ça rallie beaucoup de points parce que c'est le développement des informations, des flux d'informations vers le haut, vers le bas, mais c'est aussi tous les problèmes ou les spécificités de la gouvernance qui se greffent à ça et les obligations de reddition de comptes, de gestion de conformité, de gestion de risque d'intégrité, tout ce qui se greffe à ça selon les spécificités du cadre institutionnel dans lequel est situé l'immeuble, dans lequel est situé le gestionnaire de portefeuille et dans lequel sont situés les actionnaires. Fait qu'on en a des problèmes comptables, légaux, institutionnels, fiscaux, là. Alors, je pense que je nous amène quand même dans une vision plus facile, plus sympathique, parce qu'on regarde peut-être l'extérieur, une vision plus environnementale, plus macro, mais on aime aussi regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une même salle. Alors, on a un projet en développement où on a développé un partenariat UQAM Share avec une entreprise privée de type Venture Cap, une jeune pousse, qui nous fait 7 salles. C'est une salle de rencontre, une salle, dans un des locaux de l'UQAM. Prochain colloque, on vous la fera visiter. Alors, ça nous ramène niveau micro parce qu'on regarde aussi, est-ce qu'on va se comporter différemment dans un espace aménagé de la sorte que dans un espace aménagé comme celui-ci? Alors, on appelle ça des salles multisensorielles. Ça rejoint les certifications, nouveaux types, nouvelle génération de certifications qui amènent le well, le bien-être. Mais qu'est-ce qu'on a comme défi en recherche? Bon, on se l'est donné, c'est de mesurer l'apprentissage, la collaboration, le comportement des gens. Et on aura la chance de travailler avec des spécialistes en éducation, le Neurolab, qui arrive avec leur casque, puis qui mesure si le cerveau fonctionne d'une façon ou d'une autre, selon qu'on soit dans une salle blanche ou dans une salle comme ça. On aura l'occasion de travailler avec des gens en communication sociale pour voir si l'information circule plus, puis si on est créatif. Alors, on revient aussi vers un côté très micro, c'est comment notre cerveau fonctionne, comment il est créatif, comment il est collaboratif, et on souhaite être capable de livrer des mesures, mais vous voyez, là, on revient dans de la recherche presque médicale d'origine, avec des bases psychologiques, médicales, apprentissage. Mais ça, je crois que ça nous donne des raisons d'être de bonne humeur. On aime ça, d'avoir des défis qui nous obligent de passer de la perspective la plus intimiste à l'intérieur du cerveau jusqu'à celle plus large qui est le cadre institutionnel. Fait que ça, je pense que ça résume. Vois-tu des choses de plus? Ça résume des grands axes de recherche. Votre salle multisensorielle, ça vise à améliorer l'efficacité du travail dans les immeubles de demain. C'est quoi le lien entre l'immeuble et la salle multisensorielle? C'est de faire des milieux de travail ou des milieux de résidence, c'est dans les nouveaux immeubles. Tu essaies de savoir ce que notre entrepreneur vise. Lui, il vise à faire du design d'immeubles. On est avec des gens de design ici, des gens qui ont déjà aménagé beaucoup de salles dans des industries qui demandent des salles créatives et qui amènent la collaboration d'équipes. Là, on va le faire avec des plus petites équipes. Et ça vise, d'abord, ça peut être, reprenons le chemin des certifications de bâtiments durables. La première valeur, encore aujourd'hui, des certifications, c'est d'amener une étoile puis mettre le spotlight sur l'édifice en disant « Je suis LEED Platine ». Mais ces salles-là, peut-être au départ, seront
l'apanage d'un édifice, une grande tour à bureau ou d'un hôtel qui dira on a des salles hors du commun. Bien, vous voyez bien que les WeWork de ce monde vont se reproduire et que ça va peut-être se développer beaucoup plus vite qu'on le pense. Là. Nous, la différence ici, c'est qu'on teste. On ne veut pas juste le flash, on veut tester, on veut créer des mesures. Je pense que c'est un peu ça. Tout notre système crée des mesures pour pouvoir utiliser et valider un budget, une décision d'investissement ou d'être capable de valider s'il y a des avantages ou des désavantages à d'autres niveaux. C'est notre innovation. On vous l'a gardé en surprise. Vous l'avez avant cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? On peut entreprendre du même coup la partie plénière puis donner congé. Alors nous, panorama, je mets le mot de la fin, c'est notre panorama large. Il faut, on vous invite tous à manifester vos intérêts pour participer à l'un ou l'autre des sujets de recherche parce qu'on en a et on sait que si on veut être rigoureux dans la recherche, ça demande beaucoup de minutie, beaucoup de vérification. Ça fait qu'on vous invite à manifester votre intérêt et peut-être à nous dire vos commentaires, si vous trouvez ça utopique ou pas. On essaie, je crois que notre point commun à plusieurs personnes de la chaire, c'est que nous, on se dit, on ne veut pas juste en parler, on veut en faire des projets. On veut en faire. Puis on testera parce qu'on en aura fait, puis on aura vu les difficultés. Que ce soit des projets de recherche ou des projets un petit peu plus innovateurs comme celui-là. Ça, on changera peut-être les modèles d'affaires des universités, là. Alors, merci pour... je mets fin à cette partie. Merci à vous.